The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur l'analyse de données avec le Progress Out of Poverty Index. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Dafe Oputu et je travaille à la Grameen Foundation. J'assurerai le côté technique du webinaire et de rassembler vos questions pour la fin du webinaire. Durant ce webinaire, nous vous invitons d'utiliser la boîte de dialogue sur votre écran pour poser vos questions. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Aussi, notez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible prochainement sur notre site web. Notre panéliste aujourd'hui sera Julie Josquin. Elle travaille pour le Grameen Foundation à Washington, D.C. depuis un an au sein de l'équipe de management par la performance sociale. Je vais donc lui donner la parole afin qu'elle vous donne les objectifs de ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Donc pour ce webinaire, les objectifs seront les suivants. En savoir plus sur le BPI, apprendre à segmenter votre clientèle pour mieux comprendre les besoins de vos clients, utiliser vos données pour améliorer la stratégie de votre organisation et visualiser et analyser vos données en utilisant les tableaux croisés dynamiques d'Excel. Donc le webinaire se déroulera de la façon suivante. Je vais commencer par une introduction au BPI. Ensuite, je vous montrerai les différentes méthodes de segmentation. Je partagerai ensuite mon écran pour vous faire une démonstration d'Excel et des tableaux croisés dynamiques. Et je finirai avec des exemples d'organisations ayant utilisé le PPI pour améliorer leur stratégie. Donc, comme nous l'avons dit juste plus tôt, une session de questions-réponses aura lieu à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue qui apparaît sur votre écran pour poser vos questions. Donc, pour commencer, pour vous mettre dans le contexte, le webinaire est développé par Mark Schreiner de Microfinance Risk and Management en partenariat avec la Grameen Foundation. La mission de la Grameen Foundation est de permettre aux pauvres, et plus spécialement les plus pauvres, de créer un monde sans pauvreté. Le PPI a été créé il y a 10 ans, lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait un besoin dans l'industrie de pouvoir, pour les organisations servant les plus pauvres, de pouvoir mesurer leur performance sociale, de voir si elles atteignaient les personnes vivant dans la pauvreté et si elles les aidaient à s'en sortir. Donc, le Progress Out of Poverty, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de mesure de la pauvreté qui se destine aux organisations travaillant avec les personnes vivant dans la pauvreté. Donc, il se compose d'une carte des scores, composée de 10 questions faciles à répondre, et d'un tableau de référence qui permet de déterminer la probabilité pour un ménage d'être en dessous d'un certain seuil de pauvreté à différents seuils de pauvreté. Donc, pourquoi utiliser le PPI? Alors, pour commencer, vous pouvez, grâce au PPI, évaluer votre performance sociale en ayant un outil fiable et comparable aux données nationales. Vous pouvez aussi corréler le PPI avec d'autres données, comme nous allons le voir, pour mieux comprendre vos clients. Et vous pouvez suivre le progrès réalisé par vos clients en dehors de la pauvreté grâce au PPI. Donc, il se compose de deux éléments, la carte des scores et le tableau de référence. Ces deux éléments sont indissociables. C'est d'ailleurs pour cela que vous les trouvez sur le même document lorsque vous téléchargez le PPI sur notre site web. Donc pour commencer, la carte des scores. Alors elle se compose, comme on l'a dit, de 10 questions, aussi appelées indicateurs. Donc ces 10 questions sont très faciles à répondre. Elles sont choisies de cette façon. Pour sélectionner les indicateurs, on prend les données nationales de dépenses des ménages et on sélectionne les indicateurs dans ces données les plus corrélés à la pauvreté. On choisit aussi ces indicateurs pour leur facilité à la réponse et la possibilité qu'ils évoluent. Par exemple, ici, pour la question 5 qui est en anglais, est-ce que le ménage possède une télévision? Le ménage ne pourrait ne pas en posséder au moment où vous l'interrogez, mais en posséder une plus tard, ce qui reflèterait un changement de niveau de vie, par exemple. Donc une fois que nous avons les indicateurs les plus corrélés à la pauvreté, faciles à répondre et susceptibles de changer dans le temps, nous en sélectionnons 15 que nous allons tester sur le terrain pour vérifier leur sensibilité culturelle et couvrir tout problème par rapport à l'incompréhension des questions. Ensuite, 10 sont sélectionnés, les 10 qui apparaîtront sur la carte des scores. Ils sont chacun associés à un score, chaque réponse est associée à un score que vous voyez ici. Et chaque point contribue au score PPI total. Donc ici, voilà, vous avez l'indicateur, la réponse du client, le score qui contribue au score PPI total qui est ici de 31.
Donc, je viens de vous faire une très brève explication de la construction du PPI. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la construction du PPI, vous avez pour chaque PPI, pour chaque pays, sur notre site web, vous pouvez télécharger un document décrivant la construction du PPI. Alors, une fois que vous avez votre score PPI, il va falloir maintenant le traduire en probabilité d'être en dessous du seuil de pauvreté, donc pouvoir l'interpréter. C'est là que vous allez utiliser les tableaux de référence. Donc, pour cela, vous faites correspondre votre score PPI au seuil de pauvreté qui vous intéresse. Ici, on a pris les 1,25 $ par jour. Et on obtient donc pour un score de 31, un ménage avec un score de 31 a 97% de chance de se trouver en dessous du seuil de pauvreté des 1,25 $ par jour. Pour cet exemple, on a pris les 1,25 $ par jour, mais je vous rappelle que pour chaque PPI, vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup plus d'autres seuils de pauvreté. Donc voilà par exemple ici avec le PPI pour le Madagascar. Donc ici vous avez la carte des scores. Et là vous avez les tableaux de référence. Vous pouvez donc voir que vous avez beaucoup d'autres seuils de pauvreté. Le seuil de pauvreté alimentaire, le seuil de pauvreté national, 1,25 $ par jour, 2 $ par jour, etc., etc. Très bien. Donc maintenant, on a la probabilité de pauvreté pour un ménage vivant, la probabilité de pauvreté pour un ménage ayant un score PPI de 31. Donc ce qui signifie que le ménage a une probabilité de 97% de se trouver en dessous du seuil de pauvreté. Mais que se passe-t-il lorsqu'on a un plus grand groupe? Comme par exemple ici, on a 100 ménages avec des scores PPI qui varient. Donc, ce que l'on va faire dans ce cas-là, c'est que on va traduire chacun des scores PPI en une probabilité de pauvreté et on va faire la moyenne de toutes ces probabilités de pauvreté. Et grâce à la loi des grands nombres, on peut dire que la moyenne des probabilités de pauvreté est égale au taux de pauvreté du groupe. Donc ici, 100 ménages avec une probabilité de pauvreté moyenne de 66,3%. On peut dire que le taux de pauvreté est donc de 66,3%. Et donc que sur 100 ménages, 663 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, je tiens à appuyer sur ce point que vous ne devez jamais, jamais, jamais faire la moyenne des scores. Les scores PPI doivent toujours être traduits en probabilité de pauvreté. Ils ne peuvent pas être utilisés pour eux-mêmes. Ils ne veulent rien dire sans être traduits en probabilité de pauvreté. Très important. Donc voilà l'introduction au PPI, comment basiquement l'interpréter. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le PPI apporte en dehors de savoir le taux de pauvreté de votre clientèle. C'est ici qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse de données avec le PPI. Donc nous allons voir comment poser les bonnes questions et y répondre grâce à vos données. Donc pour cela, je vais vous expliquer les différentes méthodes de segmentation et je vous ferai ensuite une démonstration sur Excel. Donc segmenter votre donnée, qu'est-ce que cela veut dire? Dans une définition plus large. Cela signifie diviser votre clientèle ou marché en différents groupes en utilisant des caractéristiques, besoins ou comportements communs. Donc ici, vous prenez votre clientèle et vous prenez une caractéristique, un besoin ou un comportement commun et vous séparez en groupes. Par exemple, vous pourrez prendre le PPI pour différencier les différents niveaux de pauvreté. Ensuite, pour chacun des groupes, vous regardez en quoi sont-ils similaires et vous essayez de comprendre les caractéristiques de chacun des groupes. Une fois que vous avez compris les caractéristiques de chacun des groupes, vous pourrez mieux répondre à ces besoins. Donc il y a deux méthodes pour faire cela, je vais vous les montrer. Premièrement, vous pouvez segmenter par des caractéristiques démographiques. Donc pour cela, vous prenez un paramètre comme le lieu d'habitation, l'occupation, les produits utilisés, et vous segmentez, vous faites différents groupes en utilisant ce paramètre, et vous utilisez le PPI pour décrire ce groupe. Cela vous donnera une analyse claire des caractéristiques de pauvreté de chacun des groupes. Par exemple avec le genre, si on avait décidé de segmenter en utilisant le genre, on aurait deux groupes, les hommes et les femmes, et pour chacun des deux groupes, on calculerait le taux de pauvreté. L'exemple que j'ai utilisé sur le slide, c'est l'exemple de l'occupation. Donc on a les commerçants et les agriculteurs. Pour les commerçants, on a un taux de pauvreté de 11% et les agriculteurs de 52%, ce qui veut dire que le groupe des agriculteurs est le groupe qui a le plus de chances de se trouver en dessous du seuil de pauvreté des 1,25 $ par jour. Donc par exemple, imaginons qu'on était une organisation qui avait ces résultats. Si on voulait cibler les besoins de nos clients les plus pauvres, il nous faudrait cibler les besoins des agriculteurs. Vous pouvez aussi segmenter en utilisant la consommation ou non d'un produit, ce qui vous donne des résultats très intéressants comme nous allons le voir plus tard dans les exemples. Vous avez vraiment
beaucoup de variables que vous pouvez utiliser pour segmenter votre clientèle. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir des données, donc des données démographiques, le lieu d'habitation, le genre, le statut marital, ou bien les données financières ou transactionnelles, donc le produit utilisé, le taux d'épargne, pour segmenter vos données. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez choisir qui donnera lieu à des découvertes très intéressantes. Ensuite, la seconde méthode, c'est la méthode inverse, qui consiste à segmenter par score PPI. Donc ici, vous groupez votre clientèle par score PPI, donc vous faites des fourchettes de score PPI et vous en faites des groupes, et vous établissez le profil de chaque groupe en utilisant des variables non PPI. Donc ici, par exemple, vous pouvez décrire l'âge moyen, le produit plus utilisé par le groupe PPI. Donc on va voir, ce sera plus clair dans l'exemple que je vais vous donner. Donc, par exemple, ici, on a segmenté en 3 groupes. Donc ici, le premier groupe ayant un score allant de 0 à 39, de 40 à 69, de 70 à 100. Et pour ces 3 groupes, on a regardé où est-ce que ceci vivait, si c'était en zone rurale, et s'il possédait un compte en banque. Et pour chacun des groupes, on a regardé ses caractéristiques. Donc on s'aperçoit que le groupe ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté, donc le groupe ayant un score PPI le plus bas, le profil type pour ce type de client a tendance à vivre en zone rurale et à ne pas posséder un compte en banque. Donc par exemple encore, si là on voulait cibler les besoins de notre clientèle ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté, il nous faudrait adapter nos productions, adapter nos produits, nos messages, notre communication pour les personnes vivant en zone rurale. Alors le problème avec cette méthode, la première source d'erreur vient de la labellisation des segments. On aimerait bien pouvoir dire, par exemple le groupe ayant un score entre 0 et 39, on aimerait bien pouvoir dire c'est le groupe le plus pauvre. Seulement, ce mode de labellisation est faux. Donc vous devez soit utiliser les scores, comme on vient de le faire, score PPI entre 70 et 100, ou alors vous devez utiliser la formule, le segment ayant le plus de probabilité de vivre en dessous de la pauvreté, le segment le plus probablement en dessous du seuil de pauvreté. Donc j'avoue que cette formulation est un peu lourde, mais elle est nécessaire pour conserver votre intégrité des données. La troisième méthode, je vais passer très brièvement dessus parce que c'est la méthode qui consiste à utiliser les seuils de pauvreté. C'est par exemple pouvoir dire 50% de nos clients vivant entre les 1,25 $ par jour et les 2,50 $ par jour, donc entre deux seuils de pauvreté, sont des commerçants. Donc c'est possible de faire ça, mais ça nécessite une analyse beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée qui peut parfois être non nécessaire. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir le guide sur la segmentation que nous avons en ligne ou bien m'envoyer un email. Très bien. Donc maintenant que nous avons vu les différentes méthodes de segmentation, nous allons voir comment mettre ça en pratique en utilisant Excel avec un set de données factices. Je tiens à vous signaler que nous avons mis en ligne récemment un nouveau Data Intake Tool. Pour ceux qui le connaissent, c'est un outil Excel qui est en ligne sur notre site, que vous pouvez télécharger, un tableau déjà fait qui vous permet d'analyser vos données. Mais je vais vous montrer comment utiliser ce tableau. Vous pouvez l'utiliser sans télécharger l'outil, vous allez voir, c'est très simple. Très bien. Alors on a notre feuille de données, donc avec un set de données factices, dont on a interrogé 3000 clients sur différents paramètres, le province, la durée de l'interview, l'année de naissance, le genre, est-ce qu'ils ont un emploi ou pas. Pour commencer, on va insérer un tableau croisé dynamique. Donc on va sélectionner la feuille entière, insérer, tableau croisé dynamique, et vous le faites dans une nouvelle feuille pour pouvoir le retrouver. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre tableau de bord qui vous servira à utiliser le tableau. Et là, c'est là qu'apparaîtra le tableau. Donc vous allez voir que si on clique sur la feuille, n'importe où, le tableau de bord disparaît. Pour le faire apparaître, il vous suffit de cliquer sur cette partie-là. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire ça de façon très simple. On va segmenter notre clientèle sur le genre, juste pour voir comment se répartissent les hommes et les femmes dans notre clientèle, juste pour un exemple. Donc vous prenez le genre et vous le mettez ici, hop, et vous prenez le champ total que vous mettez ici. Donc je vais commencer par vous montrer comment filtrer vos données, parce qu'ici on a toujours cette valeur-là, la valeur vide qui apparaît et qui risque de compliquer l'affichage. Donc vous cliquez sur cette petite flèche et
ce sera le filtre et vous désélectionnez la valeur vide. Voilà, donc maintenant on a un tableau tout propre avec le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc si on s'intéresse au pourcentage, on peut regarder le pourcentage. Hop, le nombre de femmes sur le nombre d'hommes, sur le nombre total, que vous mettez en pourcentage, ce qui me donne 62% de notre clientèle factice sont des femmes. Vous pouvez aussi afficher ça en utilisant un graphique, ici, un camembert. Voilà, vous pouvez changer. Et voilà, donc on a donc 62% de notre clientèle sont des femmes et 38% sont des hommes. Ça, c'est un exemple très simple, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir comment obtenir des résultats intéressants. On va commencer par la formation, l'éducation, la scolarité. Donc, on a interrogé nos clients sur leur niveau de scolarité. On va prendre le champ qu'on va mettre ici. Donc ici, encore une fois, on retire la valeur vide. Hop, voilà. Donc ici, on a pour chaque type de formation le plus haut diplôme obtenu par le ménage, on a le nombre de ménages qui correspond. Donc ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de segmenter par segment PPI. Donc on va prendre segment PPI, hop, que l'on met ici. Et voilà, là on a nos différents segments PPI. Donc on a le segment le moins probablement en dessous des 2,50 $ par jour, le groupe médian, et le groupe le plus probablement en dessous des 2,25 $ par jour. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais regarder dans chaque segment PPI comment se répartissent ceux qui n'ont aucun diplôme. Donc ici, par exemple, pour le groupe, les moins probablement en dessous des 2,50 $ par jour, hop, égale le nombre de personnes n'ayant pas d'éducation formelle sur le nombre total. Voilà, et on met ça en pourcentage. On va faire exactement la même manipulation ici. Hop, voilà. On a donc 6%. Et pour le groupe le plus probablement en dessous des 2,50 $ par jour, hop, et voilà. Voilà, donc on s'aperçoit que c'est dans le segment étant le plus probablement en dessous des 2,50 $ par jour qu'il y a le plus de personnes n'ayant aucune éducation formelle. On peut aussi montrer ça avec un graphique. Donc pour cela, on va filtrer les données. On n'affiche que les personnes n'ayant aucune éducation formelle. Hop, et on va supprimer ces lignes-là. Très bien. On sélectionne le tableau, insérer, un graphique, et vous. Excusez-moi. Hop, insérer un graphique comme cela. Et voilà, là, ça me montre mieux les résultats. Donc on voit que il y a beaucoup plus de personnes n'ayant pas d'éducation formelle dans le segment étant le plus probablement en dessous des 2,50 $ par jour. Très bien, donc ça c'était le premier exemple. Donc maintenant on va passer à un autre exemple. Cette fois on va passer à l'exemple, est-ce que le ménage possède ou non un téléphone mobile? Donc on reprend notre groupe segment ici et on prend possession d'un téléphone mobile ici. Voilà, donc ici on retire encore une fois la valeur blanche. Très bien. Ok. Donc maintenant on va dire qu'on s'intéresse seulement au segment ayant plus de chances de vivre en dessous des 2,50 $ par jour. Donc le segment le plus probablement pauvre. Donc on désélectionne tous les autres et on prend seulement ce segment. Donc on a au sein de ce segment combien possède un téléphone mobile et combien n'en possède pas. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder le pourcentage de ceux qui en possèdent. Donc oui, sur le nombre total. Hop. Voilà. Donc on a 61%. On peut aussi voir ça avec un graphique. Donc vous prenez ici. Hop. On a 61% des personnes qui possèdent 61% des ménages étant dans le segment le plus probablement en dessous des 2,50 $ par jour. 61% possèdent un téléphone mobile et 39% n'en possèdent pas. Voilà. Et on va passer au dernier exemple. Ici, donc on nettoie notre tableau, on enlève tout. Voilà. Donc pour le dernier exemple, je vais vous montrer comment faire pour segmenter votre clientèle sur la consommation ou non d'un produit. Donc pour cela, on a inventé un prêt fictif, donc ça s'appelle le prêt agrossi. C'est une production qu'on a appelée le prêt agrossi. Voilà. On l'a créé pour le segment le plus pauvre. Maintenant, on aimerait bien voir s'il a effectivement atteint sa cible. Donc pour cela, on prend utilisation du prêt agrossi, on prend le champ que l'on met dans ici. Donc ici encore, on retire la valeur vide. Hop.
Ensuite, on va prendre le segment que l'on met ici. Donc là, on enlève le filtre. Hop, hop, on remet tous les segments. Voilà. Donc là, on a au sein de... Et on s'intéresse à l'utilisation. Donc on élimine la valeur non. Donc on veut voir qui l'utilise. Donc là, on voit que 160 personnes utilisent ce prêt. Et on voit combien dans chaque segment l'utilise. Donc, j'avais déjà vu comment faire des pourcentages. Donc maintenant, on va mettre directement en graphique. Hop là. Voilà. Donc oui, j'utilise le prêt raccourci. Donc là, on s'aperçoit que la majorité des personnes utilisant ce prêt sont des personnes qui sont le moins probablement en dessous du seuil de pauvreté. Et que ceux qui sont le plus probablement en dessous du seuil de pauvreté sont en minorité. Donc voilà. Donc on va retourner à notre PowerPoint. Donc voilà, quels sont les résultats que nous avons obtenus grâce à l'étude de notre set de données factices. Donc ici, premièrement, les personnes ayant le plus de chances de vivre dans la pauvreté sont les moins diplômées. Ensuite, 61% des personnes ayant le plus de chances de vivre dans la pauvreté possèdent un téléphone mobile. Et pour finir, le produit conçu pour le segment le plus pauvre, le produit agrossi, n'atteignait pas sa cible. Donc qu'est-ce que ça nous donne comme piste d'amélioration? Pour le premier point, les personnes ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté sont les moins diplômées, n'ont pas d'éducation formelle. Ça peut nous donner l'idée de mettre en place des cours d'alphabétisation. Ensuite, pour le second point, 61% des personnes ayant le plus de chances de vivre dans la pauvreté ont un téléphone mobile. Ça peut nous donner l'idée d'utiliser le mobile comme canal de communication. Donc là, c'est là qu'on voit que c'est un set de données factice, qu'en effet, les données ne peuvent pas correspondre, mais c'est un set de données factice, c'est juste comme exemple. Et pour finir, le fait que le produit conçu pour le segment le plus pauvre n'atteigne pas sa cible, ça peut nous donner l'idée de revoir la conception du produit pour qu'il atteigne finalement sa cible. Ça nous donne l'idée qu'il y a un problème dans la conception du produit. Très bien. Donc maintenant, on a vu avec des exemples, on a vu comment faire ça. Maintenant, on va voir comment des organisations ont utilisé cette méthode, ont utilisé les tableaux, ont utilisé la segmentation pour améliorer leur stratégie. On va voir les exemples concrets. Pour commencer, l'institution de microfinance Microloan Foundation, qui opère en Zambie et au Malawi. Alors, en 2010, ils ont réalisé une étude sur la pénétration de la pauvreté avec le BPI. Et ils se sont rendus compte que le taux de pauvreté au sein de leur clientèle, 53,5%, était plus bas que le taux de pauvreté au même seuil pour le Malawi. Donc, ce qui signifiait qu'il y avait un problème, ce qui signifiait qu'ils n'atteignaient même pas, qui n'atteignaient pas les personnes les plus pauvres, parce que il y avait un problème. Donc comme c'est très important pour une institution de microfinance d'atteindre les personnes vivant dans la pauvreté, ils ont donc fait des recherches pour savoir quelles étaient les barrières pour les plus pauvres pour accéder à leurs produits. Donc ils ont étudié le segment ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté pour découvrir ces barrières. Ils ont obtenu que c'était la taille du prêt, l'épargne obligatoire et la politique de un groupe par communauté qui excluait les personnes ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté de leur clientèle. Donc face à ces résultats, ils ont créé le prêt Chayambi, qui était plus petit, qui intégrait une épargne non obligatoire, qui ne demandait pas une épargne, dont les clients potentiels étaient recommandés par le chef du village et qui incluait des supports supplémentaires de training et de mentorship. Donc voilà pour le premier exemple. Le second exemple, c'est un projet réalisé avec Starbucks qui cherche à comprendre quelles sont les contraintes pour les personnes vivant dans la pauvreté pour en sortir. Donc ici, ils ont fait une première étude sur la productivité des différents segments de leurs fournisseurs et ils se sont rendus compte que le segment le plus probablement pauvre était le segment qui avait la productivité la plus haute. Une des productivités les plus hautes. Donc ça remet en question le fait que pour aider ces personnes à sortir de la pauvreté, il faudrait les aider à améliorer leur productivité en leur donnant de meilleurs conseils pour mieux cultiver. Donc ici, ils ont fait donc une étude sur la viabilité, une étude avec la Grameen Foundation en partenariat avec Coca-Fissa, un de leurs partenaires, une étude sur la viabilité de la monoculture du café, c'est-à-dire pour atteindre un revenu équivalent au seuil de pauvreté nationale, donc c'est-à-dire pour sortir de la pauvreté, quelles sont les conditions en ne cultivant que du café pour atteindre ce revenu. Donc, il faudrait avoir
3,38 hectares d'aires cultivées et une production de 180 kg de café. Ils ont repris leurs segments, repris leurs études, et ils ont regardé pour chacun des segments quels étaient les résultats. Donc ils se sont rendus compte, donc quels étaient les résultats pour chacun des segments, l'aire cultivée et la production. Ils se sont rendus compte que 20% des agriculteurs vivant probablement dans la pauvreté avaient peu de chances de sortir de la pauvreté en ne cultivant que du café. Donc face à ça, ils cherchent maintenant des solutions dont l'une pourrait être par exemple de promouvoir la polyculture, c'est-à-dire d'encourager leurs agriculteurs à utiliser à cultiver d'autres choses que du café. Ensuite, un autre exemple, c'est l'exemple de la Card Bank, qui est une très grosse organisation de microfinance aux Philippines. Alors ici, eux, ils ont fait la segmentation par la consommation d'un produit, donc la souscription à un compte épargne volontaire. Donc ils ont segmenté, ils ont fait un groupe, tous ceux ayant souscrit à une épargne volontaire, et ils ont fait le profil du client type. Donc ils ont obtenu que le client type ayant souscrit à une épargne volontaire est moins probablement pauvre, maintient une balance moyenne élevée, a été dans l'organisation pour plus de 2,5 ans et exerce une activité rémunérée. Donc ça, ils ont établi donc le profil du client type ayant un compte épargne volontaire. Ils ont ensuite regardé dans leurs clients qui correspondait à ce profil, qui regroupait ces quatre caractéristiques, quel ménage regroupait ces quatre caractéristiques. Et ils ont vu que 27% de leurs clients correspondaient à ce profil. Ce qui correspondait à une opportunité pour eux d'augmenter la souscription à un compte d'épargne volontaire, donc d'augmenter le comportement d'épargne au sein de leur clientèle. En leur offrant d'ouvrir un nouveau compte épargne, ils ont donné qu'il correspondait à ce profil. Mais surtout, ça leur a indiqué qu'il était nécessaire de remanier leur stratégie et de concevoir un nouveau produit d'épargne plus adapté, puisque les personnes les plus probablement pauvres étaient apparemment exclues de ce produit. Le dernier exemple n'est pas un exemple de microfinance cette fois, mais un exemple d'un programme d'intervention chirurgicale gratuite pour les enfants atteints de la cataracte. Donc, on s'est rendu compte que toutes les familles n'en bénéficiaient pas, et plus spécialement toutes les familles n'en bénéficiaient pas, et plus spécialement les familles les plus pauvres. Donc on s'est demandé, qu'est-ce qui encourage les parents à accepter une chirurgie gratuite pour leurs enfants? Donc pour cela, l'organisation a établi le profil des parents des familles acceptant la chirurgie gratuite, donc en bénéficiant, et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Et ils ont fait le profil pour les accepteurs et non accepteurs. Et ils ont obtenu que les personnes qui avaient tendance à ne pas profiter de ce service étaient plus probablement pauvres, vivaient loin du centre et étaient moins diplômés, c'est-à-dire qu'ils avaient moins de formation. Donc ça leur a donné comme résultat que si le service est gratuit, ne concernait pas forcément les plus pauvres, donc qu'il était nécessaire de prendre en compte ces barrières, les coûts cachés lors de la conception des programmes gratuits pour éviter l'exclusion. Par exemple ici, le coût du transport, qui est à prendre en compte comme coût caché, mais aussi le fait d'accéder à l'information qu'il y a un programme de chirurgie gratuite de la cataracte, de savoir que votre enfant est atteint de la cataracte, de savoir retrouver le centre, tout ça, qui sont des coûts cachés à prendre en compte lors de la conception de programmes gratuits pour éviter l'exclusion. Donc cet exemple conclut ce webinaire. Donc j'espère que tous ces exemples vous encourageront à utiliser vos données PPI au-delà du simple rapport externe pour améliorer votre stratégie afin d'atteindre une meilleure efficacité sociale. Maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions, donc je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions avant la fin de ce webinaire. En attendant, je vous rappelle que nous avons une page sur notre site web qui regroupe toutes les ressources, les guides pour utiliser le PPI, donc les normes d'utilisation du PPI qui va vous aider à mieux collecter vos données, à les utiliser d'une bonne manière, à les reporter d'une bonne manière. Les supports de pilotage et de mise en œuvre du PPI, si vous commencez juste à utiliser PPI, il existe beaucoup de guides. Et les supports de gestion et d'analyse de données, donc ce que je vous ai donné maintenant, mais sur un guide. Très bien. Et, ok. Alors, donc on a une première question. Donc comment peut-on déterminer si un client est pauvre ou non? Donc je vais revenir un peu plus haut.
hop, dans les slides. Hop, voilà, au début. Très bien. Donc, pour déterminer si un client est pauvre ou non, donc je vous rappelle encore une fois que il est impossible de déterminer la pauvreté sûrement. Même si vous utilisez le revenu, ici on utilise des indicateurs, mais vous ne pouvez pas déterminer la pauvreté sûrement. Donc c'est pour ça qu'on parle de probabilité de pauvreté. Ici, vous prenez le questionnaire, vous l'administrez au ménage, donc vous déterminez s'il est pauvre ou non. Vous leur posez toutes les questions, vous obtenez le score. Ensuite, vous faites correspondre le score PPI total au seuil de pauvreté qui vous intéresse, ce qui vous donnera la probabilité pour ce ménage d'être en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ici par exemple avec un score de 31, 97% de probabilité d'être en dessous du seuil de pauvreté, c'est quand même une probabilité très importante. Donc on peut pratiquement dire que ce ménage est pauvre. Pratiquement, j'insiste sur le pratiquement. Mais globalement, pour déterminer si un ménage est pauvre ou non, vous utilisez les questions, vous lui posez les questions, vous obtenez le score PPI et vous le traduisez en probabilité de pauvreté. Alors, en ce qui concerne la disponibilité des PPI pour différents pays, donc la question est, les PPI n'est pas disponible dans tous les pays, quels sont les prochains pays où vous pensez le développer, en particulier en Afrique? Alors, le PPI n'est en effet pas disponible dans tous les pays, et cela est dû parce que nous manquons de données et de temps. En effet, le plus grand obstacle au développement du PPI, c'est l'obtention des données statistiques des dépenses des ménages. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, le PPI n'est pas encore disponible. En ce qui concerne les PPI à venir en développement, il y a une page sur notre site web que je ne pourrais pas vous montrer maintenant parce que j'ai peur de complètement causer problème à mon ordinateur, mais sur notre site web, vous pouvez trouver dans PPI à propos, vous pouvez trouver les PPI en développement. Voilà. Quel est le seuil de probabilité choisi? Ah, alors, en ce qui concerne le seuil de probabilité que vous choisissez, donc je vais reprendre l'exemple d'un PPI type, donc le PPI pour Madagascar. C'est à vous de choisir le seuil de probabilité qui vous intéresse. Si vous voulez vous concentrer sur le segment le plus pauvre, si vous voulez vraiment vous concentrer sur les plus pauvres, vous choisirez le seuil de pauvreté des 1,25 $ par jour. Mais par exemple, si vous voulez comparer aux données nationales, vous pouvez prendre les seuils de pauvreté nationales. C'est vraiment à vous de choisir. Donc je n'ai pas de conseil à vous donner dessus, mais vraiment vous choisissez. Le mieux, c'est de prendre un seuil de pauvreté que vous pouvez ensuite comparer par rapport aux données nationales, régionales que vous avez. Peut-on utiliser le PPI pour suivre l'amélioration des conditions de vie d'un ménage ou d'un client? Alors déjà, pour commencer, le PPI concerne un ménage. Donc ça concerne toujours un ménage. Ça prend en compte le ménage en soi. Donc oui, vous pouvez utiliser le PPI pour suivre l'amélioration, mais vous devez toujours prendre en compte les facteurs externes dans votre étude. Il y a différentes méthodes qui sont expliquées sur notre site web pour faire cela. Donc vous pouvez comparer les résultats PPI, la probabilité de pauvreté pour un client qui a évolué. Donc, ça peut vous donner une idée du progrès réalisé, mais vous devez toujours prendre en compte les facteurs externes entrant dans l'analyse. Veuillez m'excuser, je lis les questions en même temps. Alors, pour la question qui concerne les résultats que l'on avait obtenus grâce à l'analyse des données factices. Alors, ici, hop, on revient aux résultats. Ici, je voudrais comprendre lorsque vous dites que 61% des personnes ayant le plus de chances de vivre dans la pauvreté possèdent un téléphone. Ici, on avait donc notre clientèle qu'on avait séparée en 3 segments. Donc, ayant plus de chances de vivre dans la pauvreté, ayant moins de chances de vivre dans la pauvreté et le segment médian. Et disons que dans le segment des personnes ayant le plus de chances de vivre dans la pauvreté, il y avait 1000 personnes. Si on dit 61%
de ces personnes ont un téléphone mobile, cela veut dire que 610 sur 1000 ont un téléphone mobile au sein de ce segment. J'espère que ça répond à votre question. Ok, très bien. Très bien. Donc je pense que, en ce qui concerne, je pense qu'on va arrêter le webinaire maintenant. Donc je vous rappelle encore une dernière fois que si vous voulez plus d'informations, si vous voulez revenir sur ce webinaire, si vous voulez accéder à d'autres sources, nous en avons beaucoup qui sont en ligne, beaucoup qui ont été traduits en français, et que pour toute autre question, vous pouvez contacter le PPI Helpdesk at grameenfoundation.org. Vous pouvez poser vos questions, on y répondra. N'hésitez pas. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.